il ne faut pas que je m'arrête. Si je m'arrête, je ne suis plus libre et peut-être je ne serai plus vivant. Je suis quelque part un homme qui vit encore à l'époque de pierre. Un dinosaure. Oh, 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 monsieur, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, oh, oh, monsieur, oh, on est en train de photographier ça. Oh là là, j'ai une livraison à faire. Mais on photographie ça. Ça tombe très mal. Cercaio di stima e ora avevo la tua seconda. Merci, merci. Voilà. Ça va. Ils sont gentils quand même, tu vois. Cette sculpture, une fois commencé à la tailler dans la carrière en Bretagne, à la Clarté, elle m'a pris 2 ans. Et j'habitais dans une caravane dans la carrière là-bas. Et je travaillais 2 semaines d'affilée et 1 semaine à Paris. Comme ça, je pouvais travailler dans différentes lumières, quand il pleuvait, quand il y avait le soleil, et même la nuit, quand il y avait la lune, je sortais, je pouvais la contempler. C'était 2 ans très intéressants pour moi. Je vivais comme un ascète isolé, en pleine carrière. De temps en temps, la nuit surtout, après que les ouvriers, les carrières sont partis, je voyais des lapins qui passaient et de temps en temps un renard qui sortait entre les blocs de granit. C'était une vie très intéressante, très importante pour ma vie, pour ma pensée, pour ma vie moi-même, pour me retrouver, pour me ressourcer. On voit là-haut le résistant, grâce à lui, qui porte Marianne, qui est bafouée. C'est lui qui rend la dignité à la France. On aurait dit que tu as commandé cette musique. Là, les nefs, peut-être là encore.
Je me rends compte que je vais tous les matins là dans mon atelier et je me dépêche. Impossible d'être retenu à la maison parce que le matin, il faut absolument que je cours. C'est peut-être une chose atavique chez moi. Atavique parce que mon grand-père, qui était un chassid, et tous les matins très tôt, il courait à la synagogue parce il devait accueillir le Messie. Il ne se permettait même pas d'être malade. C'est la pierre que j'ai commencé à travailler à Paris. Quand je suis arrivé, je n'avais pas d'argent. Et je voudrais travailler la matière, la pierre. La seule chose que je pouvais trouver, c'était des bords de trottoir de Paris qui étaient en granit et qui étaient jetés dans les décharges publiques, dans les zones autour de Paris. Alors, j'ai commencé à travailler cette pierre. Elle est horriblement dure, mais elle prend la lumière d'une façon merveilleuse. Je me suis attaché à cette pierre. Et peut-être aussi, cette dureté de cette pierre contraste réellement de la fragilité des hommes que j'ai eu l'expérience de connaître dans les conditions où l'homme se révèle tel qu'il est, parfois cruel, parfois impuissant, et parfois extraordinaire. C'est peut-être un symbole, cet attachement, cette pierre qui est réellement dure, mais qui est capable d'accueillir des sentiments les plus doux. Allô, Francis, mon mec. Elle arrive, Ruti, regarde, avec son parapluie. Aïe, aïe, aïe. Hé, reste là-bas. Viens, mais cache pas le visage pour que la lumière.
Salut Routi. Salut Alain. Il y a la mousse qui se place sur cette pierre quand la pluie les prend, comme si c'était un roc quelque part dans la montagne. Et la mousse ne comprend pas que c'est une sculpture, qu'il faut qu'elle soit propre. Parce que nous, les autres êtres humains, on se prend trop au sérieux. Et on ne se rend pas compte qu'on est passage d'une fraction de l'éternité, d'une toute petite fraction de l'éternité. Mais la mousse, elle comprend ça, que c'est rien. C'est rien, c'est une pierre et c'est tout. Elle est différente. Elle a une belle couleur comme ça, mais quand ça sèche, c'est pas pareil. Encore dans la profondeur un peu. Il pleut encore. Pour satisfaire l'outil, il faut être mis. Elle est très exigeante. Elle est exigeante pour la qualité de mes sculptures. Elle est exigeante pour que ce soit propre. Elle est exigeante en tout. Et elle prétend qu'elle a élevé 4 enfants, mais les premiers refusent de grandir. Mais quand même, vous vous êtes connus, vous étiez très jeunes tous les deux. Oui, ça veut dire que... Surtout elle. Moi, j'avais... Surtout elle qui était très jeune. Moi, j'étais déjà un vieux. Oui. Mais pas seulement que j'étais un vieux. J'étais déjà jeune, j'étais déjà enfant, j'étais déjà vieux, j'étais déjà mort et je suis rené de nouveau. Oui, c'est pour ça qu'il était jeune. Oui. Moi, j'avais quoi? J'avais 16 ans. 16 ans, c'est assez jeune quand même. Oui. Oui, et moi, j'étais déjà vieux. Et Ah oui. quand je lui ai annoncé mon âge, elle était atterrée. Surtout qu'il s'est rajeuni d'1 an. Après, quand il a dit la vérité, j'ai eu le deuxième choc. Comment ça se fait que elle se disait, comment ça se fait que je me suis amouraché d'un vieux? Ben oui, oui. À cet âge-là, la différence est énorme. Oui. Il a besoin de son monde. Il vient ici, c'est son monde, c'est son passé, c'est son présent, c'est ses projets. Il n'est pas dérangé. Ici, l'atelier, le matin, il sort de la maison comme un bouchon de champagne, hein? Comme ça. Oh. Comme ça, vite, il arrive ici. Là, il commence à réfléchir, il est calme, il est chez lui, dans son ambiance. On ne peut pas créer partout. On ne peut pas même créer en présence de quelqu'un. C'est difficile. Pour moi, le non-désir, c'est la mort. Tout est désir. Parce que nous, les Juifs, nous avons une maladie. Nous avons une maladie depuis toujours. Nous sommes messianiques. On nous a inculqué le Messie. Et puis, on nous a obligés de sauver le monde. Et ça nous coûte cher. Oui, en plus, c'est un travail très abstrait. Très abstrait. On se sert des oreilles, pas du tout des yeux. C'est les oreilles et la tête et l'abstraction totale pour contrôler la musique. Tous les matins, je voyais un petit bonhomme au café, j'arrivais de bonne heure, lui aussi, vers 7h, 7h30. Et on prenait un café tous les matins, on faisait le monde, on discutait, on s'est rencontrés comme ça, tout à fait bizarrement. Je ne savais même pas qu'il était sculpteur, on a parlé d'art, on a parlé de tout. Et tout ça pendant 6 ans, 7 ans.
Et petit à petit, c'est un peu livré. Il m'a parlé de son passé. Monsieur, comment allez-vous? Merci. Ben, c'était un homme qui me plaisait beaucoup. Je crois que c'est seulement au bout d'une année ou une année et demie qu'il m'a ouvert les portes de son atelier. Tiens, n'enregistre pas le code, hein, s'il te plaît. Et il m'avait dit, viens, allez, viens voir l'atelier. Et là, vraiment, j'ai pris un coup au cœur. Ça, c'est la caverne. Ce truc-là, tu le jouais? Non. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que l'homme qui était bien, qui était rempli de lumière, mais que cette lumière qu'il avait en lui, il la retransmettait dans des sculptures qui étaient véritablement habitées. Et habitées justement par cette lumière, par cet homme, quoi. Et c'était la première fois que j'entrais dans un atelier, comme je m'imaginais les ateliers de l'époque, où on voyait une immensité de sculptures les unes contre les autres, rangées dans un bric-à-brac. On peut pas faire une fondation parce qu'il faut un fric énorme. Non, on peut pas les fondations. Puis les fondations, tous, s'ils n'ont pas de subvention, ça marche pas. Ça va, t'aurais été un jeune artiste contemporain. T'aurais mis un laser rouge là pour lui mettre la Légion d'honneur. Il aurait acheté les lasers. Voilà. Ils auraient acheté que le laser. Mais il aurait payé cher. Ah oui, mais beaucoup plus cher que ça. Tu es en train de mettre en route le laser. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on se rend compte qu'on a affaire à un très grand sculpteur, un vrai, comme il n'y en a plus beaucoup. Il est entraîné par la vie, il a une passion superbe. Il sait ne pas avoir de rancune, et pourtant Dieu sait qu'il aurait pu en avoir. Il est devenu très grand, voilà. Et c'est sans doute les camps qui lui ont donné cette philosophie de l'homme et de la vie. J'allais voir J'allais à Arles. Avec Arles, j'avais une histoire, et j'avais une copine qui faisait un film, voulait faire un film sur trois grands artistes de l'époque, sur Henry Moore, Arles et Zatkin. Alors, et comme elle n'avait pas beaucoup de moyens, comme Alain, elle me demandait, viens, tu me donnes un coup de main. On y va. Allez, vas-y, montre-le vos potes. Encore, oui, très bien. C'est dommage que de l'autre côté, ça ne soit pas à toi, parce qu'on aurait pu faire un petit mouvement maintenant. Ça aurait été vachement bien. Il compte quelque chose. Et ils étaient toujours en procès ici Non, ça y est, ils sont abandonnés. Ah bon, t'as vu? Abandonné. Il était né en Pologne. Il avait été dans un camp très important nazi. Et il avait été récupéré à l'âge de 18 ans. Enfin, une drôle de vie. Enfin, 18 ans sur un tas de morts. Dans la Bible, on mettait les prophètes, les plus petits prophètes. Il est là. Mais je n'ai pas vu, pas du tout de traces d'un conservateur du musée. Il avait été retrouvé par des Russes. Mais quand il s'est réveillé, il est rentré dans une grande période d'amnésie. Mais c'est vrai. Donc il a réussi à s'enfuir de Russie et partir sur Israël. Tu peux finir. Il ne lui restait plus aucune attache en Pologne. Il avait perdu là-bas d'ailleurs toute sa famille. Je ferme la porte ici et j'ouvre la porte là-bas. Et là, il a eu un coup de foudre pour une belle brune. Il l'avait trouvée superbement belle. Il s'est mis à sculpter un morceau de bois qu'il avait pour l'offrir justement à cette belle jeune fille. Alors ils sont entre mes deux ateliers, entre mon atelier des 16 et mon atelier des 8. L'amour lui a rendu la mémoire. Avant, c'était une usine des fours. Shlomo renaissait, il redevenait lui-même. Ah oui, moi je suis vieux dans ces quartiers. Quand je travaillais uniquement là-bas, dans l'Océan. Chaque nuit était un cauchemar épouvantable pour lui.
Il avait des résurgences de son passé qui reprenaient. Il se rendait compte de tout ce qu'il avait vécu. Je ne sais pas si véritablement il croit en un Dieu, mais c'est tout comme. C'est beau. Tu vas voir, c'est extra. Ce qui est passionnant aussi chez Shlomo, c'est qu'il crée un dialogue avec la matière. Je me rappelle une sculpture qu'il avait présentée ici dans la galerie il y a quelques années. Magnifique. C'était un grand bois qui faisait plus de 2 mètres de haut. C'était vraiment le symbole de Shlomo. Il y avait un couple très grand, enlacé, et partant de ce couple, des enfants, bébés ou adolescents. Et c'est vraiment le symbole de lui, de ce qui lui est arrivé et de ce couple qu'il a formé avec sa femme, Ruti, et dont la vie est repartie. Il y a pour l'affiche et pour l'invitation. Ça, c'est... non. Ils ont recréé une vie. Je crois qu'à l'heure actuelle, il a 7 ou 8 petits-enfants. Et puis peut-être même 100 moissonniers, peut-être. Oui, parce qu'on en a déjà une avec toi. On a déjà deux avec moi. 2 avec toi. Et il a symbolisé cette vie, cet amour, cette famille, ces naissances, cette puissance dans un bois merveilleux. La cadrer différemment. Oui, tout à fait. Et pour Non, mais c'est pas la peine, la cadrer. Si, quand même, parce que Quoi? C'est bien d'avoir un premier plan. Oui, comme ça moi, c'est me bien, gêne pas. mais cadrer là, parce qu'il y a... c'est en longueur, l'invitation. Oui, non, mais enfin, on prend un peu de ciel et puis c'est Oui. tout. Attends, celle-là. Oui. Très émouvant. Tout simple. Oui, justement. Mais justement. Écoute, on va avoir beaucoup de nouvelles pièces à présenter. Très important. Oui. Ça, c'est très important chez une femme. Les deux, les trois. Les Oui. seins, le ventre, les fesses. Oui. Alors, on va prendre celui-là. C'est la première, tu vois. C'est la première. Oui. Tu vois, la première que j'ai fait de ces... De la série. de la série. Oui. C'est bizarre. Oui. Tout ce que je Ben, fais... c'est venu tout de suite. Et tout ce que je fais après, et ça ne donne pas le même impact sur... Bon, je vais mettre ça déjà dans ma serviette. Parce que ça, c'est le plus important. Hein. Affiche et carte d'invitation pour que tout soit prêt. Oui. Sur l'axe principal de Paris, qui commence au Louvre, Concorde, Champs-Élysées, Arc de Triomphe,
jusqu'à la Défense. Au milieu de l'esplanade Charles de Gaulle, il y a la place basse, laquelle était destinée d'abord pour les sculpteurs du buffet. Je voulais qu'il y ait quelque chose de pas gigantesque parce que la Défense est gigantesque. Alors j'ai proposé 35 jardinières sculptées qui habitent cette place et avec la végétation au milieu, un peu de vie, un peu de sensibilité par rapport à ce paysage froid. Je vois ça et je suis heureux d'avoir une place à Paris. Tu vas revoir un peu de lumière comme ça. Et voilà. Le thème, c'est la danse. Et c'est une danse qui, quand j'étais jeune, et j'étais pionnier au bord de la mer Morte, nous dansions la hora. Et c'était presque une danse mythique avec un grand espoir. Je suis arrivé là pour changer le peuple juif et changer le monde. En fait, je suis né dans le désert de Judée. Puis cette lumière qui me nourrit tout le temps et que je recherche dans toutes mes sculptures, tout ce mystère qui se dégage des montagnes et des pierres qui sont au bord de la mer Morte. C'est très bizarre. Elle me rappelle les formes du visage de ma mère. Quand je suis arrivé au kibbutz, j'étais amnésique. J'étais très heureux, sans passé. C'était une époque très intensive pour moi. J'ai appris l'hébreu, j'ai appris la géographie, j'ai appris les mathématiques. Et puis là, j'ai rencontré une femme qui m'a initié à la poésie et à la beauté. J'ai commencé à sculpter par hasard, tout à fait par hasard. Je sortais avec une très jeune fille sur le mont Carmel. Et elle avait un petit canif. J'ai emprunté son canif et je lui ai fait un tout petit bonhomme dans le corse des pins. Et elle a trouvé ça tellement beau que je suis retourné dans mon kibbutz. Je suis rentré dans la menuiserie du kibbutz, pris un tronc d'arbre, un miroir, et j'ai fait mon autoportrait, et quelques temps après, je lui ai rapporté ça. Et puis, je ne me suis plus arrêté. Parce que dans ce cas-là, je pense qu'on peut... À partir du moment où on va la lever, c'est pas un socle solide. Hein. Regardons-le. Est-ce que c'est...
c'est comme ça que vous l'avez appris. Oui, oui, on l'avait fait comme ça, mais on était... On imite un bout de flèche, la tête. Numéro 26 maintenant, c'est l'amour fort pour la mort. Cette amitié de 40 années entre Shlomo et moi a démarré ici à la galerie Bernheim Jeune. La galerie organisait une exposition qu'on appelait le Salon du Nu. Il y avait un droit, je dirais, d'accrochage ou de présentation. On me prévient qu'il y a un jeune sculpteur qui est arrivé à la galerie, qui ne veut pas payer, ou ne peut pas payer. Et évidemment, je l'invite à présenter sa sculpture dans l'exposition. Je t'imagine devant un ordinateur avec faire des trucs là collé à cette image. Je reviens dans une demi-heure. Oh, vous êtes là, c'est moi qui l'ai. Je me rappelle les débuts de Shlomo à Paris. Un jour, je suis allé chez lui, il habitait à la porte d'Auteuil. Il y avait une toute petite pièce où il y avait un lit, une grande fenêtre sur cette place d'Auteuil, qui était pas mal, dans un immeuble du 230, mais la pièce où il habitait, c'était vraiment minable. Et il y avait une salle de bain. Et sur la baignoire, il y avait une planche sur laquelle il y avait un réchaud. C'était un coin de couloir, c'était un vrai parisien. Dans la baignoire, une bouteille de gaz qui leur permettait de faire la cuisine. Et ce bébé, qui était Rami. Donc j'ai vu la naissance de ses filles, j'ai connu ses enfants. Rami, je suis peut-être un peu comme son oncle. Nous avons des relations de tendresse, d'affection, d'amitié. Je ne mets pas l'ordre, madame. Je mets l'ordre. Vous le mettrez vous-même. Nous sommes le 9, hein. 9, 10. Il y a toujours cette simplicité, cette générosité de cœur dans leur famille. Et ça sont des choses irremplaçables et c'est toute une vie. 40 ans d'amitié comme ça, on n'a plus 40 ans à vivre. Hein. Là, il faut l'enlever. Je vais ouvrir l'atelier. Mais ça ne marchera pas.
Et tu pourrais lui demander tout ça. Amène. Sur le panneau des Ça tombe pas sur la voiture, hein? Ne t'inquiète pas, on fait quelque chose. Monstre, c'est un monstre. J'ai même une grue. Mais non, mais des Là, j'ai même une grue, Rami. parfums, tu fais tchac, 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 Rami, tu mets un Rami. truc. Non, non, S'il est non, non, horizontal, tu y arrives. non, non, non. D'accord, maintenant on va le rouler là. On le roule. Vas-y. J'ai toujours un grand désir qu'à travers moi, l'esprit entre dans la matière. Si l'artiste le mérite, il traverse par lui et il rentre dans son œuvre. Comme la mystique, c'est une initiation, un voyage personnel vers quelque chose qui n'est pas tellement compréhensible à celui qui entame ce chemin. Chez les Juifs qui étudiaient la Kabbale, on disait que tout ce qui est écrit avec les noirs est l'infiniment petit et infiniment plus profond, plus grand, tout ce qui se trouve sur les blancs de la feuille. Et c'est là qu'il faut chercher la vérité. Il faut être très humble, très modeste. On fait une démarche de service, pas une démarche d'affirmation de sa personnalité parce qu'elle n'a aucune importance. Ça vaut la peine d'entamer un dialogue avec un bois qui a des caractères. Tandis que là, au départ, je n'ai pas trouvé les caractères. Et donc, je l'ai laissé. C'est peut-être un an que c'est là, que ça m'embête. Il est là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais que ma personne
très limité. Mais quand je me mets à la disposition de quelque chose que j'ignore ce que c'est, je peux aller beaucoup plus loin. Et je peux être un médium de l'humanité, de l'univers, peut-être Dieu que je ne connais pas. Et c'est une initiation, un travail quotidien, parce que la vérité d'un moment n'est plus la vérité d'un autre. Toute la journée, accompagné par les rythmes de ma massette ou bien de mon marteau qui à la longue m'oblige de danser autour de cette pierre comme des primitives qui dansent autour d'un fétiche. Les mystiques se sont toujours demandé dans quelle partie du corps demeure l'âme. Moi, je le sais là. Chez moi, je le sais, c'est au bout de mes doigts. L'essentiel de comprendre la volonté de la matière, de jamais aller contre elle, jamais la violer, être attentive, et la transformation de la matière doit être toujours en accord avec la volonté des bois ou des pierres. Car la sculpture, c'est un acte d'amour. Et dans la forme, parfois, elle ressemble comme une viole, mais une viole ne peut jamais donner une sculpture, parce que la sculpture, c'est l'amour, c'est l'esprit. Et les viols, c'est un crime. Et la matière ne les pardonnera pas. Si on va contre la matière, elle va montrer ses blessures, elle va te faire tes reproches, et finalement, la sculpture va être ratée. Ça, ici, c'est bien parce que c'est tout de suite à côté de mon atelier d'en bas, qui est presque en plein air. Tout est ouvert. Et chaque fois qu'une idée me vient, je peux monter, je peux m'asseoir et puis essayer de me décharger sur le papier.
les bois, et s'ouvre toujours, il s'ouvre, il travaille. Et si je veux que les formes soient intégrales, il faut que je les bouge. Je mets des flipots, tu vois, ici il y a des flipots, ici il y a un grand flipot, il y a ici un peu partout. Comme ça, je donne. Comme ça, les formes ne paraissent pas. Les formes ne paraissent pas séparées par les failles. Elle reçoit les dernières caresses. Les dernières caresses avant qu'elle devienne indépendante, qu'elle va vivre sa vie. Un morceau de cire d'abeille, tu vois. Ça de cire d'abeille, malgré la chaleur, ça n'a pas tous dilué. Pas tous fondus. Ça viendra tout de suite. Tu vois, ça ressort toutes les veines qui ont dans, qui se boit à. J'essaie d'étaler dans les petites pores du bois la cire tant qu'elle est encore assez liquide. Après, elle formera une petite couche protectrice. C'est bon de laver quand il fait chaud. Ça fait lourd, hein? Une petite pierre comme ça.
qui sont là. Et ces grands bois là, ce sont les rescapés. Les rescapés. Rescapés. Et c'est nous les rescapés même quand on est arrivé en Israël, les restes des restes, ça s'appelait en hébreu Sheritapleta. Les restes des restes. Quand tout le monde est mort, il y avait une petite reste. Tout le monde est mort. Tout le monde était assassiné, c'est pas tout le monde est mort, on dit mort. Là, c'est Iskor. Iskor, c'est les souvenirs, c'est une prière juive qui est en fait 1 ou 2 fois par an en souvenir de ses proches. Alors, c'est ma façon de faire la prière. Je fais Iskor pour mon père assassiné, ma mère assassinée et ma petite sœur assassinée. Et voilà, c'est le langage c'est le langage des sculpteurs, le langage de pierre. Et le langage de pierre, le langage de lumière. La vie prime tout. Il n'y a pas plus sacré que la vie. Même Dieu n'est pas aussi sacré que la vie. Alors, quelque chose de clair. C'est clair? C'est clair. C'est clair. C'est clair. On l'a cherché un peu partout dans les hangars de SNCF en France. Et on est allé avec Henri Bulavko, le président des anciens déportés juifs de France. Et puis, on l'a trouvé dans un des dépôts complètement abîmé parce que c'était un wagon de l'époque qui transportait les Juifs à Auschwitz. Et nous l'avons reconnu tout de suite. Et ils nous les ont offerts et ils nous les ont restaurés. J'ai demandé d'installer ici les rails pour symboliser le chemin des martyrs et de la mort. Nous l'avons installé ici sur cette esplanade, qui est comme continuation du monument.
Et ce monument est devenu un mémorial national des déportés juifs de France. Derrière ces wagons, c'était les camps où on raflait les juifs. Et d'ici, on les amenait à la gare de Bobigny. Et là-bas, on les entassait dans ces wagons. Et de là, ils partaient à Auschwitz. Ce monument est aussi une mise en garde. L'homme doit être surveillé. C'est une créature fragile de tout point de vue. Il peut devenir plus féroce qu'un animal et il peut être aussi pleinement humain. J'étais dans 9 camps de concentration. J'étais Graditz, Faulbrück-Graditz, Markstedt, Pfimpteichen, Groß-Rosen, Flossenburg, Dresden, Leitmeritz et finalement j'étais libéré à Théréville. J'ai presque raté ma libération parce que je ne le savais pas. Cette tête symbolise la souffrance qui s'unissent avec les flammes. Et ici, la tête renversée dans ces nids de flammes qui symbolisent aussi la mort. C'est très bizarre que toutes ces têtes renversées, sans que je l'ai fait exprès, ressemblent un peu au portrait de ma maman. Et quand ma sœur est venue à l'inauguration, elle me l'a fait remarquer. Dans, disons, 300 ans, quelqu'un viendra ici, ne connaîtra pas l'histoire, va se questionner, va se dire il y a quelque chose de terrible qui s'est passé ici. C'est pour ça qu'on a installé cette pierre. Mais c'est comme étonnant que c'est moi qui ai fait cette sculpture. Une sculpture comme ça, on le fait une fois dans la vie. C'est une sculpture inspirée. Quand on sculpte, on ne sculpte pas uniquement la pierre, mais on se sculpte. On se sculpte. C'est en même temps, on se change, on se transforme. Chaque fois qu'une angoisse me saisit, je peux essayer de me décharger sur le papier et en même temps laisser les traces de mon passage dans l'endroit que je ne souhaite à personne de passer. Je suis
pas poussé uniquement par la volonté de témoigner. Je fais ça parce que je suis obsédé parfois par une angoisse et une chose vécue ou ressentie, et je le mets sur papier. C'était le dimanche qu'on sortait sur les chantiers, puisque les ouvriers et des contremaîtres allemands avaient leur dimanche. Ils nous faisaient parfois transporter des sables ou les terres d'un endroit à l'autre, et puis après, quand c'est fini, on la remettait sur l'endroit, et encore de suite, ici et là, ici et là. C'est un travail inutile, complètement inutile, et on traversait sous les fouets des SS et des capots, et il y avait beaucoup de victimes. Beaucoup de gens qui tombaient, qui mouraient, qui se révellaient plus. Et ça s'appelait le sport. Ça s'appelait le sport. Et parfois nous faisait sauter d'une certaine manière, et parce qu'un nouveau transport qui devait arriver, et les prisonniers qui étaient affaiblis, ils tombaient. Et comme ça, on faisait place dans les baraques. Donc, on est calme. Et ça, c'est devant les chambres à gaz. Alors, on voit les bêtes sauvages. Ce sont les chiens par lesquels nous étions hantés et mordus. Des mères avec des enfants poussés par les SS et par leurs chiens dans les chambres à gaz. C'est la réalité du destin juif et d'Europe. Moi, je crois que ça suffit. Je te montre quelques autres dessins pour sortir de cette angoisse. La vie prend tout. Et c'est bien comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Et ça m'a donné la possibilité de former une famille, d'avoir 3 enfants, et mettons même 9 petits-enfants qui me donnent un bonheur exceptionnel. Là, c'est le portrait de ma fille Hannah, qui était violoniste autrefois, maintenant elle est mathématicienne. Voilà. Et ici, la femme de mon voisin, Michael Roudy, qui est Agnès, quand elle était enceinte avec Sacha. C'était une femme enceinte, c'est extraordinaire, c'est une monde, cette lumière, cette ventre lumineux qu'elle avait la gentillesse de me montrer, c'est magnifique. Et le cheval, c'est mon autoportrait. Parce qu'un jour que j'étais bien ivre, j'ai raconté à ma femme qu'autrefois j'étais cheval. Et je ne sais pas si elle a cru. Je crois qu'elle a cru. Dans l'état que j'étais, je crois qu'elle a cru. Tant qu'on est vivant, on est éternel. Alors éternisons les moments de bonheur, si on peut. Et voilà la musique. Voilà, c'est Hannah, la violoniste, Rami, le saxophoniste, et Veret, la flûtiste, et Ruti, ma femme, le pianiste.
On sortait tous les matins sur les chantiers avec la musique. En même temps, on était contents. Les musiciens, là, ce sont des gens qui, dans leur vie civile, c'était les plus grands interprètes d'Europe, ou peut-être du monde. Ils jouaient là, devant la porte, avec l'illusion de survivre. Enfin, juste pour vous montrer, l'inspiration, c'est qui? C'est mon ami Shlomo. Il est beau ce dessin aussi. Oui, Michel et Muse. Et tu sais, quand Micha, de temps en temps, par mégarde, il laisse la fenêtre ouverte, et il n'y a pas longtemps, j'ai eu une de mes plus grandes émotions spirituelles, artistiques, de l'entendre, les concertos de Beethoven jouer. Il ne se rendait pas, il n'imaginait même pas que je suis assise à côté devant sa fenêtre et je l'écoutais. Savoir qu'il y a quelqu'un à côté à qui on se sort de miroir. Lui, il appelle aussi moi, je suis ton métronome. Enfin, ça, c'est un petit peu une blague entre nous, parce que quand il travaille, moi, je joue et ça se fait un petit peu une blague. Mais ça va bien au-delà de ça. Mais tu vois, c'est un grand
Oh non, non, j'adore sa présence. Vous savez, j'ai l'impression que quand elle travaille, que vraiment c'est le cœur qui bat. Comme ça, c'est très... Moi, il y a la vie ici. C'est quelque chose de formidable. C'est un endroit habité. Quand je suis arrivé ici, enfin, et on s'est vu, on avait tous les deux à peu près la même appréhension. Enfin, est-ce que moi je vais le déranger avec ma musique et lui, est-ce qu'il va le déranger avec mon marteau? Et après, on a quasi en quelques minutes, on est tombé là dans le bras de l'autre. Bien. Bon, on peut arrêter pour aujourd'hui. Oh, ça se rafraîchit en plus. Hein. Comment? Des fois, on sent un petit souffle d'air frais. Avant de partir, je vais combler un trou. Non. C'est pas bon ça. Peut-être ça, peut-être ça.